Thomas Busutil. Je suis fondateur et dirigeant de R3 Imaginable, qui est un cabinet qui accompagne les entreprises dans la transition de leur modèle. Et justement, l'idée, c'est de les amener à penser comme une entreprise régénératrice. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux concept d'entreprise régénératrice? Et pour illustrer en fait ce concept, j'ai demandé à Élodie Carpentier, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a déjà plus d'un an, de nous venir en fait matérialiser ce concept d'entreprise régénératrice au travers de tout ce qu'elle a fait avec la création de sa marque et le développement de sa marque qui est le Rouge Français. Merci pour l'invitation. Peut-être tu te présentes aussi? Oui, avec plaisir. Donc, bienvenue à tous. N'hésitez pas à rejoindre l'estrade, parce qu'il y a encore assez peu de monde sur la session sur la cosmétique régénératrice. Donc, venez, rejoignez-nous. Donc, moi, je me présente, je suis Élodie Carpentier, donc je suis la cofondatrice de la maison Le Rouge Français. Donc, Le Rouge Français est une marque de cosmétiques qui sublime les femmes avec la coloration végétale. Donc, vous voyez ici sur les slides différents produits. Nous avons lancé il y a maintenant, en plein Covid, il faut savoir qu'on est un jeune label. Nous avons lancé le produit le plus technique du maquillage, qui est le rouge à lèvres. Et je suis ingénieure en biotechnologie, donc je voulais vraiment avoir des produits qui soient sains pour la santé de la femme et des packagings éco-responsables. Et effectivement, lorsque j'étais enceinte, j'ai eu ce déclic que je partage avec beaucoup de femmes, à me dire mais qu'est-ce que je me mets sur la peau? Et effectivement, j'ai commencé à regarder les packagings, les Inky, les listes d'ingrédients, et à me dire oh mais c'est vrai que dans la cosmétique en général et dans le soin, on a fait énormément en fait d'innovation, on a fait un bond en avant en termes de clean beauty. En maquillage, on a vraiment beaucoup de retard. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ingrédients controversés. Et je me suis attaquée au domaine de la couleur. La couleur, il y en a partout dans notre vie. Et c'est vrai que la couleur, c'est l'ADN même d'une marque de maquillage. Et 99% du maquillage aujourd'hui a des pigments et de la couleur qui vient de la synthèse chimique. Donc du pétrole, ressource non durable. On va étayer ça dans la cosmétique régénératrice tout à l'heure. Et les 1% qui restent, lorsque vous avez une marque qui est naturelle, 100% naturelle ou même certifiée bio, ce sont des minéraux et notamment du mica, donc des ressources pareilles qui ne sont pas durables. Donc l'idée, c'était d'apporter une alternative complètement durable qui est la coloration végétale. Donc c'est une innovation mondiale. On utilise ce qu'on appelle des plantes tinctoriales, que je vais vous présenter un peu plus dans le détail aussi tout à l'heure, comme par exemple ici la racine de Garance qui est utilisée depuis la nuit des temps. Voilà, donc pour finir, le Rouge Français, c'est ça, vraiment en deux mots, c'est une innovation pour la santé de la femme, mais aussi avec des packagings éco-responsables. Donc on est vraiment sur aujourd'hui des formules certifiées bio, qui sont véganes, fabriquées en France, et des packagings qui sont totalement recyclables. Alors, avant de rentrer dans le détail de tout ce que va nous présenter Élodie, on va revenir un peu en arrière et essayer de vous expliquer, d'expliciter ce que c'est que ce fameux concept d'entreprise régénératrice. Donc là, on vous a mis déjà un premier slide pour vous montrer un petit peu comment les choses ont évolué et donc comment on est passé d'une entreprise responsable, on va dire dans les années 90, à l'entreprise contributive, c'est-à-dire qui est déjà un vrai progrès, puisque c'est l'entreprise qui commence à se dire qu'au-delà de créer de la valeur économique, il faut aussi qu'elle crée de la valeur environnementale et sociale. D'accord ? Et donc c'est comment, en même temps qu'elle crée de la valeur économique, elle va créer de la valeur économique et sociale. Donc dans cette idée déjà de multidimensionnelle, on va dire, de la création de valeur. L'entreprise régénératrice, qui est donc le next step, la prochaine étape, qu'on commence à voir aujourd'hui avec l'illustration d'Élodie et du Rouge Français, c'est effectivement une entreprise qui va justement intégrer, pousser cette logique de vision holistique en partant du principe que tout est lié. Elise, tu peux passer le slide suivant, merci. Le principe, il est simple. Le principe, c'est comment je peux développer une entreprise qui va rendre à la nature et à la société plus qu'elle ne lui prend. Voilà, donc ça c'est le principe. Alors évidemment, c'est très simple à énoncer, très complexe à mettre en œuvre. Donc on va regarder ensemble comment ça se passe. Mais ça part du principe, vous voyez, avant il y avait les trois cercles, là, People, Planet, Profit. Donc ça,
on va gentiment mettre ça à la poubelle parce que ça ne correspond pas à la vraie vie, si je puis dire. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est systémique, c'est-à-dire que tout est lié. Je vais prendre l'exemple du plastique. D'accord, le plastique que nous mettons, on produit 450 millions de tonnes de plastique par an. On en recycle, on en collecte et on en recycle que 10%. Donc je vous laisse imaginer, voilà, le nombre de millions de tonnes, de centaines de millions de tonnes de plastique qu'on rejette dans l'environnement. Qu'est-ce qu'elle fait, Dame Nature? Elle nous renvoie ça gentiment dans la figure. C'est-à-dire que via la chaîne alimentaire, on absorbe l'équivalent, je ne sais pas si vous le saviez, mais d'une carte, voilà, une carte Visa, si je puis dire, toutes les semaines. Dans le sang. Voilà. Et derrière, ça évidemment, donc il y a une étude belge qui a montré par exemple que tous les personnes qui sont présentes sur ce salon ont tous du PET dans le sang. Et la moitié ont du polystyrène. Ça, c'est parce que ça vous rend plus léger, je sais pas. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de bien montrer que, voilà, que tout est lié et que toute action d'une entreprise, qu'elle soit une action économique, qu'elle crée quelque chose, elle a des impacts environnementaux et sociétaux. D'accord? Donc premier point à prendre en compte, c'est ça. C'est comment je pars du principe que tout ce que je fais en tant qu'entreprise, ça a un impact sociétal et environnemental. Deuxième chose à prendre en compte, voilà, et ça c'est, je ne sais pas si vous connaissez l'économie du donut, l'économie du beignet. C'est l'image qui est à droite là, c'est ce qu'on voulait vous montrer si ça vous intéresse. C'est Kate Raworth, donc qui est une chercheuse anglaise qui a mis au point ce concept et qui rend compte justement de cette vision systémique et holistique en intégrant effectivement les dimensions sociétales et environnementales dans l'activité de l'entreprise. Donc donut economy. Si on continue dans les deuxièmes principes de l'économie régénératrice, c'est de mettre un slash. Vous avez vu, on a mis un // generative. Donc le régénératif, pourquoi on a ce slash? Parce qu'il y a bien deux dimensions. Il faut voir la régénération comme l'idée de réparer, restaurer, réhabiliter, notamment des espaces naturels par exemple, ou de la biodiversité. Mais c'est aussi générer des contributions positives, qu'elles soient financières, sociales, sociétales, environnementales. Et donc il faut aussi, l'idée c'est que tout au long de la chaîne de valeur, et je pense que ça Elodie va très bien le démontrer, l'idée c'est comment je pense tout au long de ma chaîne de valeur à générer ces externalités positives. D'accord? Donc troisième principe, et on va voir, ça va bien au-delà de ce qui est pratiqué par la grande majorité des entreprises. Aujourd'hui, on parle beaucoup de remediation, voilà, de diminution de son empreinte environnementale, de préserver la nature. Voilà, hein. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, et ça, Elodie va bien le montrer justement avec ces teintures végétales, l'idée, c'est de supprimer les externalités négatives. Donc, elle l'a fait avec justement les composés minéraux, notamment le mica. On voit bien qu'on a même des marques très engagées comme Lush, que vous connaissez peut-être, se sont fait épingler, si je puis dire, par des ONG sur la traçabilité de leur mica, notamment parce qu'il y a du travail d'enfants en République démocratique du Congo. Donc le principe, voilà, ce qu'a fait Elodie, c'est qu'elle a supprimé cette externalité négative. Hein, donc c'est plus diminuer, c'est on cherche vraiment à supprimer. Et c'est là où on devient innovant. C'est là où il faut penser vraiment hors cadre. Et à l'inverse, à l'extrême inverse, à l'autre bout de la chaîne, c'est comment je vais me poser des questions supplémentaires pour maximiser ce que j'apporte, toutes mes contributions. D'accord? Alors ça me donnera aussi d'autres exemples. Je vais vous donner un qui n'est pas dans la cosmétique, qui est dans le café. C'est quand Nespresso va en Colombie, dans une zone où il y a eu les FARC. Donc où pendant 30 ans, on a même perdu la façon d'élever, de cultiver du café. On a perdu cette connaissance. Et qu'au-delà de replanter des caféiers en mode agroforesterie et de permaculture, ils réapprennent aux jeunes la culture du café. On voit bien quand ils font ça là-bas avec ce public-là, ils vont maximiser la contribution positive qu'ils ont déjà d'un point de vue environnemental parce qu'ils font l'agroforesterie et ainsi de suite. D'accord ? Mais là, ils rajoutent une dimension sociétale et socio-économique extrêmement importante uniquement parce qu'ils se sont posé la question de où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact. D'accord ? Donc c'est ça aussi qui change. Ensuite, le dernier point, c'est effectivement
l'application, pour le coup, qu'on a fait de ces grands principes de l'économie régénératrice à la cosmétique. Et donc, quand on a travaillé sur la cosmétique, on a identifié 6 grandes dimensions que je vais très rapidement présenter et qu'Elodie va illustrer, qui sont liées à cette économie de régénérative. Donc, le premier, c'est, on peut passer, voilà, c'est la régénération des ressources. Comment on peut, alors bien sûr, sur ce plan-là, il y a quelque chose qui commence à être quand même assez développé, qui est l'agriculture régénératrice. D'accord, c'est comment je peux, voilà, notamment régénérer des sols, par exemple. Okay, mais ça peut être aussi, si je prends le cas des parfums, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on a une entreprise comme Lanzatech qui va capter du CO2 pour le transformer en alcool, en éthanol. Donc on voit bien comment elle régénère. On a trop de CO2, donc il faut plus le capter pour faire baisser le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. Et ben, elle, du CO2, elle en fait de l'alcool qui est utilisé notamment dans les parfums de la marque Coty, enfin des marques pour lesquelles, qui travaillent avec Coty. D'accord ? Si on rajoute une autre dimension, puisque Lanzatech s'est associé à Total, pour transformer cet éthanol en éthylène et en polyéthylène. Et du coup, il y a un troisième acteur qui est L'Oréal, qui fait que maintenant, le polyéthylène se transforme en packs. Et ils sont donc en train de faire des packs qui sont issus de la capture du carbone. Donc on voit bien là comment on va jusqu'à la régénération des ressources. Okay. Deuxième item, c'est l'innocuité holistique. C'est-à-dire qu'on a, heureusement d'ailleurs, Elodie en a un petit peu parlé avec la Clean Beauty, ça fait une vingtaine d'années que les marques ont travaillé à éliminer les substances qui avaient un enjeu sanitaire pour l'homme, d'accord, en l'occurrence plus pour la femme d'ailleurs que pour l'homme, mais donc il y a eu ce travail qui a été fait sur les perturbateurs endocriniens, ce genre de choses, d'accord. Là, l'idée, c'est d'aller un cran plus loin et de dire, voilà, tout produit que je sors, je vais garantir qu'il n'a aucun impact, ni sur la santé humaine, ni sur la santé de l'environnement. Donc on passe d'une vision de la toxicologie, on rajoute une deuxième dimension de l'écotoxicologie. D'accord ? Troisième dimension, c'est la transparence et la co-construction. L'idée, c'est que voilà, si on veut être régénérateur, il faut impérativement qu'on ait ce travail. Il a aussi parlé de listing key sur cette traçabilité des ingrédients, et on a vu avec le MICA que ce n'est pas toujours facile. Et l'idée, c'est aussi qu'il y ait la co-construction aussi bien avec ses fournisseurs qu'avec ses clients. Quatrième dimension de la cosmétique régénératrice, c'est ce qu'on appelle l'empowerment. Alors, si je suis québécois, je vais parler d'empouvoirment. Sinon, en bon français, on peut dire l'encapacitation, mais c'est pas très joli. L'idée, c'est comment je vais, aussi bien côté fournisseur que côté client, travailler à partager des savoir-faire, des connaissances issues de ce que je sais faire. Donc l'idée, c'est vraiment de ce que fait par exemple, ce qu'a fait notamment l'Occitane au Burkina Faso sur l'huile de karité, le beurre de karité, où il y a eu tout un transfert de connaissances pour justement créer des parcs à karité, préserver les arbres et aller jusqu'à la production d'huile sur place. D'accord ? Donc ça, c'est côté fournisseur, et puis ça peut être évidemment côté client, dans ce que font un certain nombre de marques, mais notamment ce que va montrer Elodie, pour impliquer ces consommateurs, que ce soit sur le pack, que ce soit sur l'utilisation des produits, et ainsi de suite. D'accord ? Cinquième dimension, c'est la création de valeur partagée. Ça, c'est aussi un point extrêmement important, c'est de dire voilà, que dans ma chaîne de valeur, donc j'ai des endroits où je crée de la valeur, et comment je peux faire en sorte que, notamment l'endroit où je vais aller chercher mes actifs, dans des hotspots de biodiversité dans le monde, je ne vais pas faire en sorte que derrière, je préempte, je m'accapare la valeur de cet actif, et puis derrière, évidemment, je vais la garder pour moi, et que les endroits, les territoires dans lesquels sont pris ces actifs, sont prélevés ces actifs, n'ont aucun bénéfice de ce travail. Donc là, je reviens aussi sur l'Occitane, qui a notamment, toujours pareil au Burkina Faso, mis une unité de production locale, et qui du coup permet ce partage de la valeur
beaucoup plus fort que juste en allant préempter l'actif. Okay. Et la dernière dimension, elle est un petit peu plus peut-être complexe à voir celle-là, c'est la satiété et le bien-être. C'est-à-dire comment je peux là aussi être dans une logique c'est un mot qui est devenu très à la mode, qui passait moins bien il y a quelques mois, le mot de sobriété. D'accord ? C'est comment je peux travailler à avoir aussi bien cette vision de la sobriété dans mes formules, avec peu d'ingrédients, que dans le nombre de produits que j'ai, et comment je peux aussi passer d'une logique produit à une logique service. C'est-à-dire comment je vais développer toute cette logique servicielle, parce que évidemment, plus on est dans le service, plus on est dans l'immatériel, moins on a d'empreintes, plus on baisse, si je puis dire, notre empreinte, notamment environnementale, mais aussi sociale ou sociétale. D'accord ? Donc c'est aussi ce travail de changement de modèle pour aller vers des produits à plus haute valeur ajoutée et passer de cette logique volume-valeur et intégrer aussi cette deuxième logique produit plus service. Et plus on avance et plus on essaye de décaler son modèle dans une dimension servicielle. Voilà les 6 dimensions de ce que nous, on a identifié comme les axes de travail potentiels pour justement mettre en œuvre cette ambition d'économie régénératrice. Et maintenant, on va en avoir une très belle illustration avec Élodie qui va nous présenter justement tout ce qu'elle a fait, dans ce qu'elle a conçu, dans ce qu'elle a produit, dans la distribution, tout au long de sa chaîne de valeur, comment elle a essayé d'intégrer le plus possible cette logique de régénération. Élodie, à toi. Merci Thomas. Donc effectivement, la partie économie régénératrice a été la base, les fondations de la création de cette marque. Donc pour nous, c'était important que par ADN, dans chacun de nos choix, on puisse être sur des actions positives. Donc comme l'a illustré Thomas, ces 6 dimensions pour nous ont été hyper importantes et on les a retrouvées sur chaque étape de la construction d'un produit fini et de cette chaîne de valeur. Donc ici, vous voyez la conception, donc au tout démarrage, puisque le Rouge français sublime les femmes avec la coloration végétale. Il fallait concevoir les produits avec des ingrédients qui soient très innovants et issus de sources qui, en fait, vont contribuer à une action positive de régénération pour la planète. Et c'est ce qu'on appelle les plantes tinctoriales. Donc en coloration végétale, à l'instar du pétrole et de pigments issus de la synthèse chimique ou du minerai qui intègre tout le temps du mica, donc une marque qui va être certifiée bio mais qui utilise des pigments issus du minéral intégral le mica. Ici, on s'est débarrassé de tous ces ingrédients et on a mis en place cette alternative plante tinctoriale. Et une plante tinctoriale, c'est une plante qui a des propriétés biologiques en plus des propriétés colorielles. Donc par exemple, ici vous avez la garance qui est issue de Provence et Charente-Maritime, donc qui est cultivée en local en France, en bio et biodiversifié, puisqu'on a parlé, Thomas parlait tout à l'heure de agroforesterie. C'est important aussi de pouvoir vraiment respecter la faune, la flore, les populations locales aussi qui vivent de la culture des plantes. Et donc cette garance, c'est un savoir-faire français historique qu'on a perdu, puisqu'effectivement au XVIIIe siècle, la France était le premier pays exportateur de garance au monde, notamment pour la coloration de tissus. Et aujourd'hui, c'est un savoir-faire qu'on a totalement perdu au profit de la synthèse chimique dans les années 1940. Donc on remet un savoir-faire historique au goût du jour et qui permet bien évidemment de séquestrer du carbone, puisqu'on est sur une plante, et aussi de s'inspirer des cultures ancestrales. On va aussi sourcer les plantes dans leur pays d'origine, leur pays endémique. Donc ici, vous avez le roucou, qu'on appelle aussi arbre à rouge à lèvres, donc un joli nom, qui est utilisé depuis la nuit des temps et notamment par les Amérindiens pour en fait s'enduire le corps d'un rouge écarlate pour se protéger du soleil et des moustiques. Donc on s'inspire vraiment des cultures ancestrales. On va sourcer ces graines, puisqu'on peut avoir effectivement des racines, des graines, ou même ici, vous avez la grenade qui est la fleur, ou la rose de Damas. Vous avez aussi le châtaignier pour l'écorce. Donc on va utiliser toutes les parties d'une plante. C'est vraiment des choses qui sont utilisées depuis la nuit des temps. Donc même si c'est une innovation mondiale, on n'a rien inventé. On revient sur ce que disait aussi Thomas sur la frugalité, sur revenir au minimalisme.
à ce qu'on faisait il y a des millénaires et qu'on le faisait bien. Voilà. Donc simplement, cette graine, elle est sourcée de sources éthiques et durables. On a été dans ces forêts d'agroforesterie qui sont certifiées Garden Forest Products, donc les forêts jardins de la forêt au Sri Lanka. On prend la graine, la personne qui la cultive, les populations locales m'ont offert ce bouquet avec cette graine. On éclate la graine dans ses doigts, fraîche, et on peut l'appliquer tout de suite sur les lèvres ou les pommettes. C'est ça aussi la beauté du minimalisme et des choses simples qu'on remet ici au goût du jour dans ces produits effectivement où on a fait des conceptions de formules certifiées bio, Cosmos organique, bien sûr vegan. Donc vegan, c'est sans ingrédients issus des animaux ou sous-produits des animaux. Donc par exemple, pour donner un rouge vif comme ça, on n'a pas de cochenille. Donc je vais vous faire juste la démo ici sur celui qui est utilisé. Vous voyez ici, on a une couvrance incroyable. On est sur des couvrances, des textures aussi très hydratantes qui sont à l'équivalent du conventionnel. Et on n'utilise aucune cochenille pour ce pigment. Et on n'utilise aussi aucun dioxyde de titane qui donne une belle couvrance aux produits chimiques conventionnels. Le dioxyde de titane, c'est un ingrédient qui est interdit dans l'agroalimentaire depuis plus d'1 an et demi. On parlait tout à l'heure des plastiques, voilà, ça fait partie aussi de ces ingrédients controversés. C'est un anticorrosif qui est utilisé dans la carlingue des avions. Et le rouge à lèvres, on en mange un peu chaque jour. Et dans la peinture pour couvrir effectivement pour cet effet couvrant. Donc on n'a pas forcément envie de l'ingérer au quotidien. Et pourtant, le dioxyde de titane est partout dans notre monde en cosmétique, même dans vos dentifrices. Donc voilà, c'est des choses qu'on ingère au quotidien et c'est la dose, ce qu'on appelle l'exposome, qui peut à terme provoquer quelques soucis. Donc l'idée ici, c'était aussi de s'en débarrasser. Donc cette conception, à travers les plantes tinctoriales qui séquestrent du carbone, mais aussi enlever tous les ingrédients qui sont potentiellement négatifs pour la planète ou la santé. Ensuite, donc on passe sur le sourcing. Donc là, c'est effectivement la partie vraiment plante tinctoriale, sourcing, mais aussi de tous les ingrédients, donc les cires, les huiles, pour avoir des sources bénéfiques. Ça va être aussi des sourcings de matières premières pour la fabrication de packaging, dont on verra un peu plus tard. Donc c'est vraiment l'ensemble de chaque choix du produit fini, donc vraiment de l'interne de la formule jusqu'au packaging primaire, secondaire ou même les box ou les PLV, les scénographies. Donc là, effectivement, ces sourcings en agroforesterie, c'est des choses qui sont très importantes dans une société. Nous, on a fait le choix d'intégrer l'amont de la chaîne de valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Rouge Français, c'est une marque de cosmétiques, de maquillage, et donc les leaders en coloration végétale en beauté. En tout cas, c'est notre vision. Mais c'est aussi une société de biotechnologie, une société de green tech, avant tout. Donc on a un laboratoire de recherche et développement sur Marseille, qui est interne le Rouge Français, et on a décidé d'intégrer tout un process de sourcing éthique d'ingrédients, et notamment de collaborer donc, avec des agriculteurs français sur les plantes tinctoriales pour remettre au goût du jour ce savoir-faire historique, mais aussi d'une association dans le 93 qui permet de faire de la réinsertion sociale où on leur transmet tout notre savoir-faire sur la culture de plantes tinctoriales. Et derrière, donc, ces travailleurs qui sont formés à la botanique, donc à la culture de fleurs, mais aussi de plantes tinctoriales, vont pouvoir prodiguer des ateliers de teinture textile, par exemple, pour les enfants, pour les personnes âgées. Donc c'est aussi contribuer dès l'amont, vraiment du champ jusqu'au produit fini. Et pas simplement se dire, tiens, je vais monter une marque marketing de maquillage où je prends des formules déjà existantes, je modifie 2-3 ingrédients, des packagings sourcés en Chine, qui est le cas pour plus de 90% des packagings sur le marché actuellement. Ici, c'était l'idée d'investir en France, en local, avec des associations et des fabricants. Donc après notre laboratoire de R&D, on va aller sur la partie production, donc fabrication, qui est en Normandie. Et juste peut-être, là c'était intéressant de voir aussi, je pense que c'est une très très belle illustration quand je vous parlais de comment on va maximiser les contributions.
voyez, le fait là aussi d'intégrer cette dimension sociale dont elle a parlé, de transmission de savoir-faire. Voilà, je pense que clairement, on a bien cette volonté et cette visualisation, cette matérialisation de cette maximisation des contributions et qui rejoint la dimension de l'empowerment et du partage de la valeur dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le process, la production, ça a été un enjeu aussi phare pour le Rouge Français en tant que Green Tech, société de biotechnologie, pour extraire en fait la couleur de ces plantes tinctoriales. Donc l'idée, ça a été vraiment de déposer des brevets, pas seulement sur la formule, mais aussi sur le process, pour pouvoir extraire des colorants, fabriquer des pigments. Le Rouge Français a une vision, c'est de lancer des produits de cosmétiques sur le segment du maquillage, mais c'est aussi de révolutionner la partie couleur industrielle dans sa globalité. Donc on parle aussi, quand on fabrique des pigments et qu'on développe des process qu'on peut licencier, de l'automobile, dans les biomatériaux par exemple, de l'aéronautique. On parle aussi de l'industrie la plus polluante au monde, qui est l'industrie du textile. Donc de pouvoir vraiment tourner toute cette industrie de la couleur. Ça peut être aussi la lunetterie, donc avec les branches pour les biomatériaux, mais aussi les solaires. Les solaires aujourd'hui sont faits avec des pigments qui sont issus de la synthèse chimique. Demain, ils pourront être issus du végétal et de plantes tinctoriales. Et je pense que ça, c'est là aussi, je voulais insister moi sur ce point, c'est vous voyez comment, en intégrant cette vision régénératrice, ça vous force à penser autrement, donc à innover, pour faire ce que Elodie a fait sur les plantes tinctoriales, et derrière, en termes de business et d'opportunités business, ça ouvre d'autres voies au-delà du rouge à lèvres, puisqu'on voit bien que la lunetterie, le textile et autres sont confrontés exactement au même problème. Donc, grâce à cette innovation, on voit bien que potentiellement, elle s'ouvre des nouveaux champs de business parce qu'elle s'est imposée cette contrainte au départ. Voilà. Le marché de la cosmétique, c'est énorme. C'est plus de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans sa globalité. Aujourd'hui, on est sur le maquillage, on peut être aussi sur du soin coloriel demain, donc c'est énorme. Mais c'est vrai que pouvoir s'ouvrir à des marchés aussi grands que l'automobile, l'aéronautique, c'est totalement systémique. Et c'est là où notre action positive va être systémique, va se déployer, parce qu'on séquestre du carbone par ADN, on travaille sur le végétal à 100%, sur la plante. Quand vous achetez un écrin de rouge à lèvres, le rouge français séquestre 80 kg de CO2 par produit et par an. Donc imaginez si on met des milliards d'écrins sur le marché, ben voilà, on fait le calcul en termes de séquestration de carbone, on a notre contribution sur le réchauffement climatique et la lutte pour le climat. Donc le rouge français en tant que Green Tech, c'est vraiment aussi un acteur majeur pour le climat. C'est pour ça aussi qu'on a eu la chance et l'honneur d'être nommé par BPI en tant qu'éclaireuse du coq vert, donc la Banque publique d'investissement française. Donc notre but aujourd'hui, et moi en tant que cofondatrice, c'est de pouvoir porter cette parole. Et grâce à R3 Group aussi, donc, que Thomas représente, l'idée c'est qu'on puisse diffuser cette vision à l'ensemble de la communauté de la cosmétique, mais aussi au-delà sur d'autres marchés via cette innovation couleur, pour comprendre que lorsqu'on travaille sur des actions positives systémiques et sur le végétal, on va séquestrer du carbone. L'idée, c'est derrière de déclencher des poches d'investissement pour toutes les jeunes startups de la Green Tech en France et pouvoir accélérer cette innovation. Donc je repars sur la chaîne de valeur, la production en Normandie, les process, avoir développé ces process qu'on peut licencier, avec aussi en cosmétique des teintes, tenues et textures. Donc là, on parle de couvrance, mais on a aussi la tenue, la texture, et la diversité des teintes qui viennent de cette biodiversité, justement. Ça a été un vrai challenge pour pouvoir les stabiliser. Donc aujourd'hui, on est quand même fiers de dire que nos formules sont à l'équivalent du conventionnel sur ces 3 T pour avoir de la reproductibilité, de la répétabilité au niveau des process, parce qu'on travaille avec le vivant. La plante, la plante tinctoriale, les couleurs végétales, c'est du vivant, donc ça évolue en fonction de la température, du degré d'hygrométrie, et il a fallu effectivement le maîtriser. Mais ce n'est pas un produit dégradé, sous prétexte qu'il est biosourcé.
Oui, exactement. Au début, c'est vrai que les textures étaient assez sèches. On dit que le bio, souvent les maquillages sont assez secs, durs à appliquer, etc. C'est vrai que nous, on a eu la chance en tant que jeune start-up de créer énormément d'innovations, de co-construire avec notre communauté et de pouvoir intégrer en fait des paramètres d'ajustement, de lean, donc d'amélioration continue, lean manufacturing, lean management, pour pouvoir avoir des tenues, des textures qui s'améliorent à chaque nouveau batch. Et aujourd'hui, voilà, on a atteint un degré de couvrance, une manière agréable et fluide aussi à l'application des produits, qui est l'équivalent du conventionnel. Donc effectivement, ne pas dégrader le produit, parce que l'intérêt, c'est aussi d'avoir construit une marque premium, luxe, avec les codes aussi du luxe, donc on s'attend à des performances. Ensuite, on a la distribution et le marketing. Donc là, on va travailler vraiment aussi marketing sur la partie, comment dire, promotion. Usage et fin de vie, oui. Oui, vas-y. Sur la partie promotion, donc avec aussi ce que j'indiquais tout à l'heure, avoir des packaging, mais aussi des PLV qui soient durables. On a aussi cet aspect digital. On se veut leader sur la coloration végétale en maquillage. Donc on adresse forcément le digital et le consommateur final, puisqu'on a démarré aussi en tant que DNVB, Digital Native Brand, sur Internet, avec notre e-shop, sur les réseaux sociaux. Et donc on a intégré cette dimension d'économie régénératrice dans ce discours marketing. Et notamment, on a voulu, en plus effectivement de nos choix sur l'ensemble de cette chaîne de valeur, aller encore plus vers le végétal et reverser des fonds à une association, une ONG, qui plante des mangroves. Puisque aujourd'hui, les mangroves, c'est le premier séquestrateur de carbone au monde. C'est un outil formidable qui est une technologie 100% naturelle, 100% végétale, qui séquestre 10 fois plus de carbone que n'importe quel être vivant sur Terre en termes de végétal. Et voilà, l'idée, c'était aussi de respecter la biodiversité, de régénérer en fait les côtes aussi qui sont érodées par les catastrophes naturelles en Indonésie, donc sourcées dans leur pays endémique d'origine. Et avec ces champs de mangroves, aujourd'hui, on est fiers de dire que voilà, on contribue aussi au réchauffement climatique. Et je pense qu'il y avait aussi, je pense par rapport à ça, c'est intéressant, c'est un point que je n'ai pas forcément précisé, mais on parle de compensation, enfin je pense que c'est une façon de montrer qu'on ne peut pas n'avoir aucun impact, c'est pas possible. Dès qu'on fait quelque chose, on a un impact. Donc l'idée, mais ce que montre bien Elodie, c'est qu'elle a fait tout un travail sur sa chaîne de valeur pour diminuer, voire supprimer un maximum d'externalités négatives, mais on ne peut pas tout supprimer. Donc je pense que ce projet avec les mangroves, il est aussi intéressant, que c'est une façon encore une fois intelligente, puisqu'on voit bien que c'est multi-contributif, là aussi. C'est le climat, c'est la côte, enfin bref. Donc il y a de multiples avantages dans ce programme, et c'est une façon de faire cette compensation intelligente pour arriver à compenser le minimum d'impact que a Elodie et sa marque, et qu'on peut pas, voilà, qu'on n'arrive pas à supprimer. D'accord ? Et c'est là où on peut devenir vraiment régénérateur. Pardon, et pour finir, donc on a le use and end of life. Donc c'est vrai que cette étape aussi est très importante, notamment sur la conception packaging et en fait le devenir du packaging, aussi bien primaire, secondaire, la scénographie, qu'est-ce qu'elle va devenir à la fin de son cycle de vie. Donc dans la conception, il a été important, puisqu'on est une marque premium luxe, de pouvoir avoir un haut degré de désirabilité. Et souvent, les packagings qui sont 100% recyclables ou même qui sont biosourcés ne sont pas forcément désirables. On dit souvent carton, papier, voilà. Donc l'idée, ça a été en fait de think out of the box, de penser en dehors de la boîte et de pouvoir aller sur des salons qui sont en dehors du domaine de la cosmétique. Donc j'ai été dans des salons vraiment assez variés, et j'ai rencontré un jour une commerciale qui vendait des matériaux, notamment pour l'équipement sportif. Et j'ai découvert cette matière incroyable qui est biosourcée végétale à l'huile de ricin.
Donc on est sur vraiment du végétal. C'est de l'huile de ricin qui est polymérisée en matériau qui est totalement transparent. Donc c'est un monomère et qui est 100% recyclable. Donc aujourd'hui, on a la transparence à l'image de nos formules, une transparence qui est vraiment cristalline comme du verre. Et donc on a aussi décidé donc, de créer nos propres moules de packaging, notamment pour être sourcés en France. Et donc qui était utilisé dans l'industrie automobile en fait, à la base, oui, ce plastique. Aussi, oui, c'est important de le équipement dire. Sportif et automobile. Toujours pareil, cette logique d'innovation qui amène à aller travailler ou à aller sourcer des choses qui sont dans d'autres secteurs que le secteur habituel de la cosmétique. Je pense que ça aussi, c'est un point très important dans ce qu'amène cette dimension, ce levier d'innovation quand on se met à penser avec ce degré d'exigence de la régénération. Effectivement. Donc là, l'idée, pareil, hein, c'était pas de s'arrêter à l'aspect recyclable, biosourcé, mais aussi d'intégrer un business model régénératif par la diminution de déchets, donc avec du rechargeable. Donc vous voyez ici la recharge qui est en aluminium aussi recyclable, pardon, et donc qui peut être interchangée. Donc chaque nouvelle teinte, en fait, est intégrée dans cet écrin que l'on garde à vie. Donc il y a aussi beaucoup moins de déchets. Et cet écrin derrière recyclable va servir un grand nombre de temps. Ensuite, on a voulu lancer des collections capsules aussi très innovantes. Là, vous avez un écrin qui est gainé à la peau de pomme. Donc là, vous le voyez dans sa globalité. L'idée, c'était pareil, hein, d'avoir un aspect premium luxe avec un aspect cuir, mais qui n'est pas issu de l'animal, qui est vegan et qui est pareil, biosourcé végétal avec la pomme. Donc on peut avoir plusieurs teintes. Par exemple, ici, mon sac à main aussi hein, est fait en rouge peau de pomme, donc qui est un déchet de l'agroalimentaire qui est revalorisé en objet de luxe. Donc voilà, ça c'est une collection capsule. L'idée, ça a été aussi de sortir rapidement du masque, puisqu'on a lancé cette innovation mondiale en plein Covid. Donc de pouvoir lancer, au-delà du rouge à lèvres, des gammes pour le regard, pour le teint avec des blushs cheek and lips, donc pour les pommettes et les lèvres, des mascaras, des eyeliners. Donc là, vous avez des mascaras très techniques en verre qui sont aussi recyclables et transparents. L'idée, c'est vraiment d'être leader, donc d'avoir aussi des vernis, des produits complémentaires de soins, de repousse des cils, sourcils, de pouvoir avoir des huiles à lèvres. On a aussi développé toute une gamme de pinceaux avec ce style qui aussi est protecteur de la planète puisqu'on est sur du 100% recyclable avec du bois et bien évidemment voilà, des pinceaux véganes. Et ce style très inspiré des kabuki japonisants. Effectivement, les plantes tinctoriales, on n'a pas parlé, mais de la cartame avec les geishas et ce style japonais que représente le kabuki. Donc tous ces univers de culture ancestrale inspirent le rouge français et ça va vraiment aussi au-delà de l'écrin primaire ou même secondaire qui s'ouvre comme une fleur avec les sépales de la fleur qui révèle le pistil, le rouge à lèvres, donc comme des origamis japonaises aussi, pour être sur cet aspect art d'offrir qui est apprécié aussi des consommateurs et consommatrices, mais aussi dans les PLV, les scénographies. Donc aujourd'hui, on a intégré, on a mis sur le marché plus de 300 000 produits. On a aujourd'hui un réseau de distribution sur la parfumerie sélective, les grands magasins, mais aussi l'aérien et le travel retail. On est rentré, par exemple, il y a peu chez Lagardère Travel Retail, donc en aéroport. Donc vous pouvez nous retrouver sur les aéroports de Nice, de Lyon, de Marseille, mais aussi de Roissy et Orly, où toutes les PLV, à côté des marques cathédrales, hein, que je ne citerai pas, mais que vous connaissez très bien, du monde du luxe, est 100% recyclable avec du verre et des végétaux stabilisés. Donc on est vraiment dans une bulle verte et végétale avec des mousses, des amarantes stabilisées. Donc il faut penser dans chacun de ces choix, même au-delà, en magasin, à la fin du cycle de vie. Voilà, un grand merci Elodie. Vous avez vu à quel point, je dis toujours que c'est la chose la plus difficile à garder, c'est cette notion de cohérence. Vous voyez à quel point Elodie, dans tout ce qu'elle a développé, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est partie d'un produit qui était le rouge à lèvres. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien tu as de références, mais il y a quand même un certain nombre de références dans différents univers. Un, elle a gardé les codes du luxe. Et deux, elle a su garder aussi cette logique de régénération sur tout ce qu'elle a développé.
Voilà, donc je pense que c'est aussi ça qui est frappant, c'est encore une fois, quand on met ce niveau d'exigence là où il est, sur cette régénération, on voit à quel point, ça vous rend innovant et ça vous rend différenciant. Parce que le discours qu'elle a, aucune marque cathédrale, comme elle les a appelées, ne peut l'avoir. Ils n'ont pas cette cohérence. Et donc je crois que ça, c'est un point vraiment important à bien garder, que tu as parfaitement montré. Donc vraiment un grand merci, Elodie, d'avoir parfaitement illustré ce que nous, on a essayé de réfléchir sur comment donner vie, on va dire, à ce concept d'économie régénératrice. Donc merci beaucoup. Merci Et puis on est Thomas. à votre